Bonjour Serge Marty. Bonjour Adrien Tricorneau. Vous Merci êtes... pour votre accueil. Merci d'être venu nous présenter votre livre « Une planète à sauver, 6 défis pour 2050 ». On en a déjà parlé dans une première émission. On va mettre l'accent sur quelques points très importants que vous développez et qui m'ont particulièrement intéressé dans votre livre qui est très riche, qui fait un vaste tour de la question. Alors, notamment, vous parlez du rôle clé de la démographie et de l'urbanisation. Alors, quel défi pose la croissance des mégalopoles qui va se poursuivre ? Alors je dirais que les deux sont liés et ça fait partie effectivement des défis qui sont excessivement importants, indépendamment du climat. Il y en a d'autres qui sont aussi des urgences. Celle-ci en fait partie. La population d'abord. En gros, on passe de 7,7, mettons 8 milliards. On ne va pas chipoter sur 300 millions de personnes. De 8 à 10 milliards en 2050 et éventuellement 11 milliards en 2100. Donc signe que ça devrait se ralentir un tout petit peu. C'est énorme, bien évidemment. C'est 2 milliards pendant cette période, dont une grande partie en Afrique. Ça aussi, deuxième point très important. L'Afrique va doubler sa population d'1,5 milliard à 3 milliards. Donc ça, de 1 milliard à 2 milliards. Donc un énorme problème qui va se poser parce que qui dit population dit d'abord les abrités, dit aussi migration, bien évidemment, parce que tout le monde n'a pas accès de la même façon aux ressources dans des conditions de salubrité, de sécurité, tout ce que vous voulez. Et puis se pose aussi le problème qui va croissant, qui est celui de l'urbanisation. C'est-à-dire qu'actuellement on est environ à 65% de la planète urbanisée en ville et ça va passer à 70-75%. Ça va encore s'accentuer. Et en nombre, ça va augmenter encore plus. En nombre et également géographiquement, si je puis dire. Oui, une concentration. Une concentration sur l'Asie de toutes ces grandes métropoles, mégalopoles. Actuellement, en 1950, il y en avait qu'une, c'est New York. Maintenant, on en a une vingtaine. Quand je dis mégapole, c'est tout ce qui est autour de 10 à 15 millions d'habitants. Donc c'est quand même important. On en a je crois, une quinzaine actuellement. Oui. On va passer à 70. Ouais. On aura 70 villes en 2050 qui auront plus de 15 millions d'habitants. Alors c'est déjà un énorme problème de concentration de population, c'est un énorme problème aussi de quel type de population. Parce que dedans, c'est pas seulement de la ville, c'est du bidonville, comme chantait Nougaro. Bidonville, c'est la réalité. Le tiers de ça sont des bidonvilles. Problème de salubrité, tout ça. Donc ça, c'est un énorme problème qu'il faudra traiter. Ça signifie aussi une déperdition des paysans qui vont vers la ville, donc ils laissent les champs à l'abandon. Petit exemple, en Chine, où il y a effectivement une explosion des grandes villes, on a ce qu'on appelle les enfants à l'arrière. C'est 60 millions de gamins qui sont restés sur place parce que les parents sont partis en ville, avec des conditions qu'on sait qui ne sont pas toujours très agréables, il faut un permis, etc. C'est les travailleurs migrants, et ils laissent les gamins, ils laissent les gamins au bon soin des grands-parents et tout, 60 millions d'enfants qui sont là. Bon, c'est juste une illustration de ce problème des villes et des métropoles qui vont être une concentration avec une difficulté supplémentaire. Beaucoup de ces métropoles sont le long sur les zones côtières et elles sont directement impactées par l'élévation du niveau des mers. Ça veut dire que c'est New York, c'est Miami, c'est Dhaka, et on voit qu'un certain nombre de pays, c'est le cas de la Thaïlande, qui est en train de déplacer sa capitale, parce que les digues ne suffisent pas, donc il faut les mettre ailleurs. Oui, donc on voit bien que c'est une série de défis énormes, et il y a, derrière ce défi, vous avez parlé de l'agriculture, des terres délaissées, mais il y a aussi les gains de productivité, etc. Et il faudra nourrir 10 milliards de personnes en 2050, en même temps qu'on voit que la façon de les nourrir aujourd'hui, les pesticides, l'agriculture industrielle, pose des problèmes de santé publique, de santé environnementale absolument majeurs. Alors, est-ce qu'on peut revoir ça entièrement avec une population qui croît ? La réponse est dans votre question. C'est-à-dire que ce mode agricole, il faut le reconnaître, ça a permis quand même de nourrir une explosion de la population en l'espace de 20 ou 30 ans. Mais à quel prix ? À quel prix ? Ce que vous avez exposé. Et qui sont des ressources qui ne sont pas renouvelables, pas dans les mêmes conditions. Donc ça veut dire que pour nourrir 10 milliards de personnes, il faut quand même avoir un autre type d'agriculture. Donc c'est tout ce qui concerne l'agriculture bio, la permaculture, ça signifie aussi des modes alimentaires complètement différents. Il y a tout le débat sur la viande. La viande, c'est pas seulement la bataille du steak, c'est aussi la bataille pour la santé humaine, mais pour l'environnement. Il faut savoir que l'élevage est un contributeur important, à plus de 15% dans les gaz à émissions de serre. L'agriculture consomme 70% de notre eau. Or, on a vu que l'eau, elle n'est pas disponible pour tout le monde. Donc voilà, ça signifie qu'il y a à la fois une modification des modes agricoles, importants, et également des modes alimentaires importants. Les deux vont de pair. Et alors, puisqu'on parle des villes, justement, est-ce que la solution, c'est l'agriculture urbaine ? Alors, l'agriculture urbaine,
ça rejoint effectivement, je disais, il y a des villes partout, elles sont les plus importantes. L'idée, c'est quand même d'essayer il faut bien les nourrir les gens, assurer leur sécurité, mais nourrir les gens. Et rien de mieux que de les nourrir avec des paysans à proximité et également sur place. Alors, l'agriculture urbaine, elle existe. C'est-à-dire que maintenant, on voit partout des plantations, sur les toits, dans les rues, etc. Si vous allez à Cuba, n'importe quel petit trottoir est devenu un petit jardinet. Donc et c'est pas anecdotique. Pour Cuba, c'était un peu spécifique parce qu'ils avaient perdu l'argent qu'ils avaient de l'ex-Union soviétique, etc. Et vous savez que l'agriculture est le champion du bio, par la force des choses. Ah oui, champion mondial. Bon, c'est assez intéressant. Mais partout, vous voyez, y compris d'ailleurs en France, moi je vois sur les toits, dans les lycées, partout. Bon. On remet des ruches partout. Voilà, donc on peut faire. On met la ville à la campagne à la ville. Bon, c'est un vieux thème. C'est Alphonse Allais. Vous avez des lettres. Alphonse Allais, effectivement, il faut mettre la ville à la campagne parce que l'air, il sera plus pur. Le problème, c'est on fait l'inverse et l'air n'est pas nécessairement plus pur. Oui, justement. Mais sur le fond, pour faire pousser, est-ce que dans cette air-là, est-ce que c'est bon C'est bon. Vous avez des systèmes. D'abord, il y a ce qu'on appelle les immeubles à salade. Il y en a beaucoup au Japon. Ça a l'avantage que vous avez maintenant dans des espèces de colonnes où on cultive. Alors, vous ne pouvez pas faire des fruits nécessairement, mais vous pouvez faire des légumes. Il y a de moins en moins d'eau. Et c'est abriter de la pollution, donc c'est pas négligeable. Si vous allez je crois que c'est à Sainte-Geneviève-des-Bois, vous avez un carrefour. Sur le toit, on cultive et on vend dans le carrefour. Donc voilà. Il y a des études de l'ONU qui disent qu'il suffit, et c'est en bonne voie, de 200 millions d'agriculteurs urbains peuvent nourrir 700 millions de personnes. 700 millions, c'est énorme. La seule chose, c'est qu'il faut arrêter de bétonner. Et à cet égard, heureusement qu'on est revenu sur cet épisode qui n'est pas anecdotique, celui de ce qu'on appelait Europa City, c'est-à-dire un immense centre de loisirs qui va être bâti près de Roissy, alors qu'on est déjà à Disney, là on n'est pas très loin, qui stérilisait 100 hectares de terres arables, à proximité de Paris. Donc ça, il faut le conserver, c'est indéniable. Et en même temps, avoir de nouvelles pratiques agricoles, comme je le disais tout à l'heure. Développer de nouveaux modèles agricoles, et vous parlez notamment aussi des travaux qui ont été ceux d'un prix Nobel, vous allez en parler en 2 mots là, qui expliquent finalement les petites exploitations familiales peuvent être extrêmement productives. Il y a dans le monde actuellement 500 millions de petits exploitants. Petits, quand je dis petits, c'est 1 à 2 hectares, vous imaginez, mais qui font d'ailleurs une bonne agriculture, et ces 500 millions, ils nourrissent 2 milliards en Afrique et en Asie, 500 millions. Donc, il faut arrêter de les tuer en poursuivant une culture intensive. Il faut au contraire les promouvoir. La deuxième chose, j'en parle et j'y tiens beaucoup, c'est le rôle des femmes. Il suffit de donner aux femmes le droit foncier qu'elles n'ont pas, notamment en Afrique, pour qu'elles puissent produire elles-mêmes, être propriétaires de leur terre et la valoriser. Et vous économisez, si je puis dire, 17 à 18% de gens qui encore souffrent de la faim. On n'a pas dit ça. Actuellement, on a développé cette agriculture qui s'est développée sur 30 ou 40 ans intensifs. Elle n'a pas empêché qu'il y ait toujours entre 800 et 900 millions de ventres vides sur Terre. Ça n'a pas bougé. C'est plus tout à fait les mêmes, mais le quotient, le nombre est resté. En pourcentage, ça a baissé, mais c'est toujours le même nombre. C'est toujours le même nombre. Et à côté de ça, vous avez quelque chose de tout nouveau dont on ne parle pas. C'est la question de la suralimentation qui fait que vous avez 800 millions, 900 millions de ventres vides et vous avez 2 milliards de ventres trop pleins ou mal pleins. Et à l'instant de l'obésité. Et ça, c'est un vrai sujet aussi, parce que l'obésité n'est plus nécessairement au nord, elle est au sud. Et actuellement, le Mexique, il y a plus de gens obèses qu'aux États-Unis. Vous imaginez. Coca-Cola est passé par là. Donc il y a aussi des pratiques de consommation évidemment à changer. Finalement, pour finir, en conclusion, est-ce que vous voyez des signes que tous ces enjeux commencent à être pris en compte au niveau des autorités politiques européennes, par exemple ? Oui, moi je pense que l'Europe avait un rôle à jouer et elle commence, je crois, à le comprendre, même s'il y a des dissidences. Quand on parle effectivement de pollution et autres, on a quand même un problème avec la Pologne qui produit beaucoup de charbon, donc ça c'est indéniable. Mais quand même, il y a des avancées. La dernière avancée en date, c'est donc la décision de la Commission de Bruxelles, avec sa nouvelle présidente, de lancer ce qu'elle appelle un pacte vert. Alors l'idée n'est pas tout à fait nouvelle. Dans la campagne électorale, les démocrates américains lancent cette idée. Ça remonte aussi au New Deal de Roosevelt. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose, un paquet très fort pour faire bouger les structures. Et je pense que là, on peut avoir de l'espoir. Et c'est tout nouveau. On se donne rendez-vous, mettons, à la COP 26. Vous savez que les COP sont là où on discute de tout ça au sein de l'ONU, qui aura lieu justement en Chine. Ça va être tout à fait intéressant. Ça va être en novembre prochain. On verra si d'ici là, la Commission commence à travailler parce qu'il faut qu'elle ait des projets cohérents et qu'ils soient financés. On parle de 1 000 milliards sur 10 ans. Les gens disent 1 000 milliards, mais c'est énorme. Ce n'est pas si énorme que ça. Au moment de la crise financière des subprimes, je vous signale qu'on a trouvé en 15 jours 700 milliards de dollars pour les États-Unis, 2500 milliards de dollars pour l'Europe, pour
pas sauver l'économie, sauver les banques, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, le l'argent, système financier dans son ensemble. Bien évidemment. Voilà. Et puis il y a des choses toutes simples, et sur lesquelles certains revendiquent depuis quand même de nombreuses années. C'est des choses, ce qu'on appelle, comme il y a un bon et un mauvais diabète, il y a un bon et un mauvais déficit. C'est l'histoire, la fameuse histoire des 3%. On préconise depuis des années de sortir de ça, ce qu'on appelle les investissements verts, ce qui est bon, c'est le bon diabète, et de les sortir, et de laisser tomber ces 3%, dont on sait d'ailleurs que c'est un taux qui a été bricolé dans un coin il y a quelques années de cela. Sinon, vous-même, vous allez avoir une petite scénette assez amusante dans quelques années, où vos enfants à table le dimanche, au moment du repas familial, vont vous interpeller en disant « Mais papa, qu'est-ce que tu as fait pour sauver la planète ?» Et vous lui direz « Mon petit gars ou ma petite fille… On a été très courageux, ça a été très difficile, c'était un combat de longue haleine, mais finalement, on l'a sauvé. Tu as sauvé la planète? Non, j'ai sauvé les 3% de déficit public. Et le but, c'est de sauver la planète. Merci Serge Marty d'être venu nous en parler. Merci beaucoup.